Oui, je pense que c'est une activité très très intéressante, très importante, même si c'est la première du genre à l'ALASCO. Donc c'est la première fois que nous venons à l'université et je pense que c'est une chose qu'on aurait pu faire depuis. Parce que le thème du jour est un thème extrêmement important et ça concerne non seulement les étudiants mais les professionnels en général. Ça parle plutôt de la santé mentale et tout le monde sait qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est pris par le stress à cause du travail, de la famille, de la vie en général. Donc je me dis que c'est vraiment une rencontre assez importante pour nous dans le développement des activités de l'ALASCO. Enfin, parce que les étudiants constituent vraiment une frange de la population euh, dont on doit se rapprocher le plus possible parce qu'ils sont appelés demain à être les dirigeants de ce pays, à être dans tous les secteurs d'activité. Donc il faudrait vraiment qu'on veille sur leur santé mentale, qu'on veille sur les bonnes conditions d'études. Et l'ALASCO vraiment aimerait dès à présent jouer sa partition dans ce domaine-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on pourrait agrandir cette rencontre-là et non seulement la multiplier, mais également donc, essayer de toucher le maximum d'étudiants possible, le maximum de départements de l'UQAD possible. Bonjour, moi je suis Ismahan Soukaina Diop, je suis enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop au département de psychologie, en charge des enseignements de psychologie clinique et de psychopathologie qui sont ceux qui portent sur le soin, l'approche en psychothérapie et surtout sur la prise en charge de l'identification des troubles et également sur la mise en place d'une prévention en santé mentale et en psychologie en particulier. Le premier obstacle, je dirais, c'est la stigmatisation qui est encore très présente. C'est-à-dire qu'on aura tendance à avoir peur de se déclarer comme étant quelqu'un qui est en difficulté ou alors qui souffre d'une forme de mal-être parce qu'on aura d'abord peur du regard des autres. Mais aussi, il y a cette impression que si jamais on se déclare comme étant en difficulté, les personnes vont penser que c'est parce que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur, que c'est nous qui sommes faibles, que c'est nous qui sommes affectés par l'environnement et qu'on doit être fort, on doit montrer une capacité de résistance à ce qui nous arrive. Or, tout le monde ne peut pas faire face à toutes les situations tout le temps. Tout le monde a besoin de soutien pour faire face aux situations de la vie parce que la vie est difficile et on peut rencontrer toute forme de difficulté dans la vie et on a besoin d'être soutenu pour arriver au bout de ça. Okay. En développant une forme de confiance en soi et la confiance en soi, une grande partie est soutenue par comment est-ce que les autres nous aident, comment est-ce que les autres nous écoutent. Si par exemple dans notre famille on nous dévalorise, on a plus de difficultés à avoir une bonne image de soi. Or, quand on est enfant, par exemple, on ne peut rien faire pour s'opposer à une famille qui nous dévalorise. Et on a beaucoup de situations familiales qui contiennent beaucoup de dévalorisation, des difficultés de communication entre les membres d'une même famille qui font que ça affecte les personnes et même quand ils deviennent adultes plus tard, ils se retrouvent à avoir des difficultés pour se sentir bien dans leur peau, pour se sentir en phase avec leur environnement, pour construire une vie qui leur convient. Et ça, ce sont des difficultés qui impactent sur l'adaptation sociale et sur le bien-être. Je pense que ce n'est pas forcément une question de culture. Je pense que le fait d'aller voir quelqu'un et d'expliquer ses problèmes, c'est plus proche de notre culture, de nos cultures africaines que des cultures européennes, par exemple. Le fait de pouvoir aller voir une tierce personne pour faire une médiation entre deux personnes qui ont un problème, c'est très ancré dans nos cultures. Le fait de se mettre tous ensemble et de parler d'un problème, c'est ancré dans notre culture. Le fait de se tourner vers ses proches et de dire « voilà, je suis avec mes amis, je me sens pas forcément bien », c'est aussi dans notre culture. On doit seulement accepter de nommer dans notre vocabulaire les difficultés qu'on traverse et trouver des moyens de faire une forme de bienveillance. Je pense qu'on a fait on a mélangé des choses différentes. On a pris le côté individualiste qui est venu de l'Occident très fort et on a perdu le côté communautaire. On a la communauté mais dans l'individualisme, c'est-à-dire on doit prendre aux uns et aux autres mais on ne doit pas s'entraider les uns les autres. Donc par exemple, quand on va aller voir un parent pour lui demander quelque chose pour nous aider, on ne va pas s'inquiéter, est-ce que ce parent-là, il est bien dans sa vie, il est bien dans sa peau? Parce que nous, on s'intéresse à nous, on est individualiste, mais on a besoin de l'autre, on prend ce que l'autre a, mais on est quand même individualiste, on pense à nous. Donc on a mélangé deux choses différentes et du coup, on se retrouve avec plein d'éléments de modèles, parce qu'on veut réussir. Pour réussir, il faut avoir de l'argent, parce que ça, c'est le capitalisme. Il faut réussir, avoir une grosse voiture, une grande maison, et c'est ça la réussite. Donc,
Bien sûr, on a la question de la communauté. Réussir, c'est être aimé, être soutenu dans sa communauté. Mais en même temps, dans nos mécanismes de communication, on n'a pas encore mis à jour des systèmes de communication interne entre les gens de la communauté qui permettent une liberté d'expression. C'est-à-dire, dans une même communauté, et je pense qu'on a une question très pertinente à ce sujet, dans une même communauté, le fait que les personnes se sentent libres de dire « je ne me sens pas bien, j'ai un problème ». Mais quand même, je pense que lorsqu'on dit par exemple qu'au Sénégal, il n'y a pas la culture d'aller voir un professionnel, je pense que le problème, ce n'est pas forcément qu'au Sénégal, il n'y a pas la culture, c'est qu'on est très peu de professionnels. Si vous prenez par exemple les psychologues, on va être plus nombreux, mais on est quand même très peu. Donc quand vous parlez d'une communauté rurale qui vit dans une zone où à 50-60 km à la ronde, il n'y a pas un hôpital qui a une structure qui peut les accueillir et pour leur parler, on ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas de culture d'aller à ça. C'est nous qui n'avons pas développé une stratégie pour aller vers eux. Donc on ne peut pas accuser les gens de ne pas vouloir avoir accès à un service qu'on ne leur donne pas. Je pense que plus on met en place des mécanismes qui permettent aux gens d'avoir accès à des structures, plus on peut leur dire, voilà maintenant que vous avez toutes ces structures à votre disposition, si maintenant vous ne les utilisez pas, comment on peut faire pour que ces structures soient plus accessibles? Et l'accessibilité, d'abord c'est géographique, ensuite c'est financier, ensuite c'est aussi le langage utilisé. Si vous avez par exemple un psychologue qui ne parle pas la langue de la ville où ça se trouve et que les gens de là-bas ne parlent pas français, c'est comme si vous n'aviez pas de psychologue. Parce qu'il faut que vous trouviez un interprète qui parle la langue que le psychologue parle. Et ça devient une difficulté. Donc je pense que plus on mettra en place de structures qui permettent aux personnes d'avoir un espace d'écoute. Et c'est à la psychologie, à la santé mentale de s'adapter, de se construire en fonction des besoins de la population. Ce n'est pas la population qui doit devenir des gens qui vont entrer dans le système de la santé mentale. Quelle est l'importance? Parce qu'on a eu plusieurs drames dans la société sénégalaise, en particulier l'année dernière. Deux étudiants d'université ont eu des situations tellement difficiles de santé mentale qu'ils en sont arrivés à mettre fin à leur jour. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas prendre de leçons de ce qui est arrivé. Et je pense qu'il y a une véritable action de prévention qui est nécessaire pour que les personnes ne se retrouvent pas dans une telle détresse, dans une telle souffrance, qu'ils pensent que mourir est mieux que vivre. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de prendre au sérieux ces difficultés que ces personnes ont traversées pour pouvoir prévenir et aider les personnes qui peut-être sont aussi en souffrance, mais peut-être n'ont pas forcément la capacité de mettre en place une démarche d'aide.